Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On rentre dans le Money Time des top 10. Il nous reste encore celui des révélations à faire. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à celui des moments marquants, les moments marquants de la saison, c'est-à-dire ces moments où on s'est dit, waouh, là on a vu du beau cyclisme et qu'on a retenu. Alors, cette vidéo a été faite un petit peu plus à l'arrache que les autres, pour pas vous mentir. Autant sur les autres, je revérifie toujours si j'ai pas oublié des noms ou voilà. Là, je les fais plus à l'instinct, on va dire. Donc, il se peut que j'ai raté des événements, j'ai raté des choses. J'ai pas forcément re-regardé les courses non plus, dont je vais parler. Mais voilà, on est arrivé proche du terme. J'ai écrit la vidéo le 22 décembre. Je l'enregistre le 28, donc voilà, ça a été assez court. Je me suis mal débrouillé, voilà, tout simplement. Pour les révélations, par contre, là, j'ai regardé en amont, j'ai revérifié. J'espère ne pas avoir oublié une révélation. Ça sera par contre une vidéo que pour les garçons, parce qu'on avait déjà parlé des révélations féminines dans une vidéo précédente. Et bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et puis vous pouvez faire un super thanks, ça c'est dans les commentaires, c'est seulement si vous avez les moyens. Et vous pouvez également booster cette vidéo 3 fois par semaine gratuitement pour booster les vidéos. Et puis bah, n'hésitez pas à aller voir la playlist sur les différents top 10 si vous pensez que vous en avez raté un. Et puis, n'oubliez pas qu'en janvier, le programme va être chargé avec notamment les présentations d'équipe ou encore, j'espère faire le Dakar, le biathlon également, qui reprendra ses droits aussi du côté du mois de janvier. Allez, on commence tout de suite avec cette vidéo des top 10 des moments marquants de la saison. Cette année, ce sont que des moments positifs. Parce que certaines années, parfois, il y a un ou deux moments un peu plus négatifs, des grosses chutes. Par exemple, l'an dernier, il y avait eu la grosse chute du Tour du Pays Basque qui était dans les moments marquants. Là, j'ai marqué que des moments positifs. Par contre, j'aurais pu m'arrêter le Tour de l'Algarve. Mais voilà, j'ai voulu être positif en cette fin d'année entre les fêtes. Euh, c'est une année qui aura été dominée. Principalement, c'est vrai qu'on a eu la domination de Pogacar en montagne, la domination de Milan et Merlier sur les sprints, avec Magnier un petit peu en fin de saison. C'est vrai que ça n'a pas été forcément la saison la plus enthousiasmante, je pense 2025, parce qu'on a eu beaucoup de domination. Et puis qu'il y a eu cette Vuelta qui a été compliquée aussi autour d'Israël, première tech. Chez les filles, on a eu la domination de Vibas sur les sprints et également la domination de Pauline Ferrand-Prévot quand même en montagne sur le Tour de France. Donc là aussi, on a eu du mal à avoir parfois des oppositions vraiment fortes, mais j'ai quand même trouvé des choses qui m'ont semblé intéressantes, parfois parce que elles ont été surprenantes, ces courses-là, dans la manière de se courir, ou parfois juste parce que ça a été un très très beau spectacle. On commence tout de suite par le moment marquant numéro 10 de ce classement. Pour ce 10e moment marquant, on va du côté de la Belgique. Et pour ça, il faut revenir au mois de février, début mars. C'était début mars. Je viens de regarder la date. C'était début mars. Le week-end d'ouverture. Et oui, le Het Nieuwsblad féminin. Quelle course quand même ce Het Nieuwsblad féminin. Quelle surprise. Quelle surprise ce jour-là. Alors, on rappelle, on a déjà un Het Nieuwsblad masculin qui est très intéressant. Avec cette bagarre Bois-Skjold-Magnier. La surprise de Wardeli complètement passé à la trappe, les Red Bull aussi qui passent complètement à la trappe, notamment avec la chute de Jan Tratnik. Et puis, on attaque la course féminine. Je me souviens à l'époque, c'est pas Di Grazia qui commente, parce que c'est encore le Swaski. Je sais plus qui commente et qui dit « Faites attention, la course féminine est assez surprenante à ce moment-là ». Et c'est vrai qu'on arrive sur la course féminine, on a une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, et là je vois 11 minutes. Je me dis, mais comment l'échappée a pu arriver à avoir 11 minutes d'avance? Surtout que c'est pas une échappée
de filles vraiment spécialistes des pavés. On a 5 filles dans cette échappée. Il faut le rappeler. Il y a Julie Stockman, qui est en plus dans des équipes de deuxième division. Pour la plupart, on a Elena Pironet, mais qui est chez Roland, qui n'est pas la meilleure équipe du World Tour. Meike Dox. Et puis on a Orella Nerlo et Lotte Claes. C'est marrant de souligner que il y a quand même 2 équipes qui se sont arrêtées depuis, hein, la Roland et Arkea. Et puis, on a, c'est 11 minutes d'avance, l'écart ne diminue pas, et en gros, personne ne roule derrière. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avant les images télévisuelles, parce que ça a toujours été, c'est le problème hein, d'avoir les courses dans la même journée. Ce qu'on aura avec Paris-Roubaix le problème désormais en 2026, c'est que ça laisse peu de visibilité pour les filles. Et à ce moment-là, je vois 11 minutes d'avance, je me dis, il va falloir quand même commencer à se bouger un petit peu les fesses, parce que sinon ça risque d'être très 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 compliqué, mais on voit personne rouler. Ça ne roule pas. Devant, on reste sur un bon tempo, on essaye de rester ensemble le plus longtemps possible. Bah, tu te dis, mais à un moment, il faut se réveiller les filles, quoi. On sent que tout le monde attend la SD Works, tout le monde attend également Demi Vollering, attend la FDJ Suez, et personne n'arrive à s'entendre. C'est ce qu'on aura plusieurs fois sur la première partie de saison, ce manque d'entente entre les équipes, mais le symbole le plus marquant étant le Het Nieuwsblad féminin. Alors, au fur et à mesure des kilomètres, on commence enfin un petit peu à accélérer. Et puis on arrive dans cette fameuse montée à Geraardsbergen. Et là, vous avez Nerlo et vous avez Claes qui vont réussir à s'échapper. Pas forcément en accélérant énormément, hein, c'est surtout les autres qui craquent. À ce moment-là, elles ont toujours 6-7 minutes d'avance. Alors l'écart va diminuer au fur et à mesure, parce que derrière, ça roule très fort avec la FDJ Suez. Pas mal d'attaques aussi, parce que tout le monde commence à s'affoler dans le peloton en se disant en fait, on leur a laissé trop prendre d'avance. Là, il va falloir vraiment tout mettre. À partir de maintenant, il va falloir réussir à revenir. Sauf que c'est trop tard. C'est trop tard. On a laissé passer sa chance, tout simplement. Alors, on n'a jamais su, dans le peloton ce jour-là, si c'était vraiment Demi Vollering qui croyait pas trop en ses chances et qui avait décidé de laisser faire les autres, ou si tout le monde avait très peur de Vollering dès le matin et que personne n'a voulu rouler pour l'aider, mais à la fin, toutes les adversaires de Vollering ont été perdantes, elle finit 3e, ce qui est pas si mal, on va dire, mais c'est surtout derrière on a un duel, et un duel où on va avoir un dernier kilomètre de folie avec une Orella Nerlo qui va déclencher son sprint, je sais pas, à 750 mètres, 700 mètres, qui va craquer la première, et Lotte Claes qui va réussir à s'imposer en Belgique, en sachant qu'à ce moment-là, on savait déjà que du côté d'Arkea, ça allait pas très bien au niveau financier. On savait qu'il y aurait peut-être du mal à retrouver un autre sponsor. Et tu te dis, mais c'est le jour de rêve pour Lotte Claes parce que gagner le Het Nieuwsblad de cette manière-là, gagner une grande classique flandrienne de cette manière-là, en étant belge et en étant pas du tout. Normalement, c'est une grimpeuse, hein, Lotte Claes. Hein, c'est un profil grimpeur, c'est pas du tout un profil de pavé. Mais tu te dis, c'est presque le truc rêvé pour un Belge. Gagner, alors le mieux, c'est encore le Tour des Flandres, mais gagner le Het Nieuwsblad de cette manière-là, c'est certainement le plus beau jour dans la carrière de Lotte Claes. Je pense que c'est un jour qu'elle gardera. Et c'est vrai que ces 2 équipes françaises de deuxième division qui arrivent à s'imposer ce jour-là. En plus, Lotte Claes, c'est sa première victoire chez les pros à 32 ans. Quand même à un âge où, parce qu'elle arrivait tard dans le cyclisme professionnel. Enfin, c'est le jour de rêve. C'est vraiment le jour de rêve, ce coup-là. Et cette victoire reste quand même un grand moment, je pense, de sa carrière. Elle va prendre aussi la 2e place de l'Alpe Crazy Vaudan Classique en 2025, mais c'est vrai que ce jour-là de course reste assez exceptionnel. Puis elle gardait énormément de sang-froid. C'est vrai que Nerlo craque, elle reste très calme à ce moment-là, elle reste dans son schéma de course.
Et c'est vraiment en passant sur la ligne où elle a compris, voilà, tu sentais que il y avait un poids sur ses épaules qui s'était terminé et surtout une surprise totale du côté de l'OT Class. Mais ça fait du bien parce que, je le dis toujours, mais c'est aussi un peu la magie du sport, c'est que tu as beau tout préparer en amont, tu as beau avoir un professionnalisme qui est maintenant dans le sport assez exceptionnel, il y a toujours des surprises de ce type-là. Le mec qu'on n'attend pas, la fille qu'on n'attend pas et qui arrive à gagner, je dirais pas la surprise générale, mais pas loin. Parce qu'on s'attend à d'autres nations, on s'attend à d'autres concurrents. Et je pense notamment à la victoire de Jimmy Gressier. Jimmy Gressier, quand il arrive sur le 10 000 mètres en finale, on se dit. Le problème de Jimmy Gressier, c'est qu'il a déjà été performant en athlétisme, mais jamais dans les grands championnats. Il y a toujours eu un raté. Alors il y avait eu les Jeux Olympiques où il avait été pas mal, mais on se dit, il y a quand même encore un cap à passer pour être champion du monde. Et puis, tout va se combiner parfaitement sur ce 10 000. La course n'est pas très rapide, il arrive à accélérer sur la main et sur la fin et il met tout le monde d'accord. Et il est champion du monde. Ça me rappelle Pierre-Ambroise Boss. Pierre-Ambroise Boss, quand il est champion du monde sur 800, année compliquée cette année-là pour Pierre-Ambroise Boss. Il n'arrive pas à enchaîner les courses, il se qualifie assez tard pour les championnats du monde, et puis il va en finale, il pose le cerveau, il démarre à 600 mètres presque, il démarre super loin, je me souviens, tu te dis mais ça va jamais tenir, enfin c'est impossible que ça tienne, et oui, ça tient jusqu'à l'arrivée, et ce titre de champion du monde. Il y a des moments comme ça où il y a des moments de folie, où tout s'imbrique correctement. Je pense notamment au premier podium de Pierre Gasly en carrière aussi. Le podium au Brésil aussi, où tout se fait bien correctement. Ou Ocon, hein, quand il s'impose au Grand Prix de Hongrie. Il y a des moments comme ça, tu te dis, pourtant tout est préparé en amont, tout doit se passer, et puis il y a des moments de surprise, voilà, incroyable, de fait de course, un peu dans tous les sens, et à la fin, eh bien, c'est le Claes qui a su en profiter. Neuvième moment de la saison 2025, je crois que c'est la seule course qui n'est pas World Tour, enfin qui n'est pas de première catégorie, on pourrait dire ça comme ça, que j'ai notifié dans ce top 10. Pour moi, ça reste un moment marquant, parce que ça reste un moment marquant parce que c'est le début d'une réussite pour deux concurrents, presque. Le Tour des Alpes, dernière étape. Alors déjà, c'est un Tour des Alpes qui, je trouve, a été très intéressant. C'est un Tour des Alpes 2025 où tous les jours, il y a eu énormément d'offensives. C'était presque même assez dur à lire comme course. Je pense s'il y a certains qui ont vu les 5 étapes du Tour des Alpes, qui n'étaient pas forcément des spécialistes de cyclisme, par quoi vous n'avez peut-être pas totalement tout compris, surtout que les étapes n'étaient pas diffusées en intégralité. Mais tous les jours, il y a eu des offensives, il y a eu des attaques, il y a eu des grosses échappées. Et puis des surprises, notamment avec Paul Sexas, qui se retrouve à un moment à être leader de la course, alors que c'est l'une de ses premières grandes courses professionnelles. Il avait fait l'UAE Tour, mais ça reste l'une de ses premières grandes courses professionnelles. Et pourtant, il y a du niveau sur ce Tour des Alpes, parce qu'on retrouve quand même, Storer, Arensman, Max Poole, Ciccone, Jane Lay est également au départ, Caruso aussi, Recitello, Deraggi, Félix Gall, il y avait du bon monde cette année sur le Tour des Alpes. Et puis on arrive, dernière étape, on se dit, on a déjà pris beaucoup de plaisir, et puis, l'échappée de Nicolas Prudhomme. Bon, là, tu te dis, c'est déjà une belle échappée. Tu vois, en plus, il y a du beau monde, avec des coureurs, un mélange des coureurs d'expérience et de coureurs un peu plus inexpérimentés. C'est-à-dire qu'on a à la fois du Koen Bouman, Jacob Fuglsang, qui sont des coureurs très expérimentés, et puis Emil Herzog, par exemple, qui est beaucoup plus jeune, ou Ben Zwiehoff, et puis Nicolas Prudhomme. Et puis cette échappée, elle va être reprise par Paul Sexas, qui se dit, la veille, j'ai passé une très mauvaise journée, parce qu'il avait perdu beaucoup de temps la veille, Paul Sexas, sur une journée qui avait été compliquée, ce qui était tout à fait normal aussi à son âge, hein, d'avoir des coups de moins bien.
Et là, il décide de partir un petit peu plus tard. Il revient sur cette échappée. Et puis, il revient sur Prudhomme. Les deux se retrouvent en tête de course, avec un petit peu d'avance. Et à ce moment-là, tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont choisir dans la voiture? Et dans la voiture, on choisit Paul Sexas. Voilà. Donc on dit dans l'oreillette, on va laisser la voiture à Paul Sexas. Et puis, l'intelligence quand même du gamin, la maturité aussi de Paul Sexas, il dit non, moi je laisse la victoire à Nicolas Prudhomme. On lui dit non, mais faut mieux que tu prennes la victoire, tu vois, t'es jeune, puis ça doit être bien pour le sponsor aussi, ça apporte de la visibilité. Il dit non, je laisse la victoire à Prudhomme, c'est un équipier. Il s'est sacrifié pour moi pendant la semaine, quand j'avais le maillot de leader, c'est à moi de lui rendre l'appareil. Tu te dis quand même, voilà, cette réflexion-là sur un vélo, ça je vous le fais à l'arrêt, hein, mais sur un vélo à 170 pulsations minutes après une semaine qui a été quand même assez éreintante, dit beaucoup de lucidité quand même chez Paul Sexas. Et puis il va laisser la victoire à Nicolas Prudhomme, et puis ça va être le début de cette séquence extrêmement positive où Nicolas Prudhomme, ça va faire un déclic. Jusqu'à maintenant, Nicolas Prudhomme, c'était un bon coureur, mais qui n'arrivait pas à finir. Ça arrive comme ça dans le cyclisme. Vous avez des bons coureurs, mais qui n'arrivent pas à aller chercher la victoire, à mettre la balle au fond, comme on dit. Et là, il la met. Il la met parfaitement, cette balle au fond, Nicolas Prudhomme. Il fait l'action parfaite, ce qui donne cette victoire, et puis ça nous emmènera jusqu'au Tour d'Italie où il va s'imposer, mais parce que ça va débloquer quelque chose en lui, ça va amener beaucoup de confiance, au final, chez Paul Sexas. Et ça va faire la grande différence pour le coureur français. En fait, pour tout vous dire, je crois que même quand j'avais débriefé l'étape à l'époque, j'avais parlé de ce parallèle. Je crois que j'avais parlé de ça, mais il faudrait s'en rappeler. J'ai pas regardé, de toute façon, je regarde jamais mes vidéos, pour tout vous dire. Je m'auto-regarde pas. Voilà, c'est toujours très particulier. Mais ça me rappelle en Formule 1. Enfin, ça me rappelle, je regardais pas encore la Formule 1 à cette époque-là. Mais Coulthard Hakkinen, Rérez 97. Alors Rérez 97, Grand Prix pour le titre, entre Schumacher et Villeneuve. La fameuse action de Schumacher qui rentre dans Villeneuve, à l'épingle, du bout de ligne droite, qui pète la moitié du radiateur sur le côté de Villeneuve. À ce moment-là, Villeneuve a beaucoup d'avance sur les deux voitures McLaren. Et puis, Villeneuve est obligé de baisser le rythme parce que l'objectif est de marquer des points pour le championnat du monde et gagner le championnat du monde. Et il ne sait pas à ce moment-là si Schumacher se fera déclasser, disqualifier, ce qui sera le cas. Donc en gros, il ralentit le rythme et ce qui fait que sur la fin, les McLaren reviennent sur lui et Coulthard va un peu laisser la victoire à Hakkinen. Et Hakkinen, c'est sa première victoire en Formule 1. En 97, Hakkinen est quand même plutôt dominé par Coulthard. Et à ce moment-là, on se dit, si McLaren a la voiture pour le titre en 98, ça sera plutôt Coulthard qui sera numéro 1 et Hakkinen numéro 2. Et ça va débloquer quelque chose chez Hakkinen, ça va lui donner cette confiance qui lui amènera vers le titre de 98. Pour beaucoup, c'est cette victoire-là, à Rérez, dernière course de la saison, presque une victoire donnée, qui va amener cette confiance-là et qui va faire le déblocage pour Hakkinen, avec aussi une excellente McLaren Mercedes en 98 où ils avaient anticipé sur le changement de règlement. Là, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose. C'est-à-dire que Paul Sexas a fait un très beau cadeau, au final, à Nicolas Prudhomme, en créant ces déblocages. Et en même temps, Paul Sexas, quand on finit sur ce Tour des Alpes, il fait une magnifique semaine. C'est-à-dire qu'il a été extrêmement performant pendant toute la semaine, et à ce moment-là, on se dit, c'est pas n'importe quel coureur, et surtout, on commence à se dire, la transition junior-élite, qu'on pensait tous qu'elle allait être très compliquée, en fait, elle est peut-être pas si compliquée que ça pour Paul Sexas, et ça nous emmènera derrière sur le Dauphiné, et sur sa victoire sur le Tour de l'Avenir face à Arnaud Vidal.
Donc voilà, c'est pour ça que pour moi c'est un moment marquant, parce que c'est à la fois un moment marquant pour Prodhomme, c'est à la fois un moment marquant pour Paul Sexas, et puis on pourrait presque dire aussi que c'est un moment marquant pour Michael Storer, qui va réussir à prendre la victoire le dernier jour à Arensman. Arensman qui la veille avait fait 75 km d'échappée en solitaire. Je sais plus, le chiffre assez affolant la veille du côté d'Arensman. De toute manière, c'est un Tour des Alpes qui en globalité a été assez fou dans le scénario, assez lisible, parce que tous les jours il y avait des accélérations, des attaques, et c'est vrai que Storer fait vraiment une très belle course, il arrive à sortir du peloton et à renverser la table aussi ce jour-là, et puis vous avez Arensman qui s'écroule pas complètement. C'est-à-dire que malgré ses 70 bandes d'échappée la veille, malgré le fait qu'il se retrouve seul avec Storer et que Storer le lâche assez vite, il s'est absolument pas écroulé. Ce jour-là, Arensman, c'est vrai, je me disais, Arensman, il sera prêt pour le Giro. Bon, révélation, pour le Giro, ça va pas très bien se passer pour le Néerlandais, mieux pour le coureur australien. Par contre, sur le Tour de France, ça sera pas mal quand même du côté de Timen Arensman. Mais c'est vrai que ça reste la, la vraie surprise, ce Tour des Alpes, avec un scénario qui, tous les jours, a été assez surprenant. Numéro 8. On part du côté du Canada. C'était au mois de septembre. On était un vendredi. C'était le Grand Prix de Québec. Et oui, ce Grand Prix de Québec qui a fait beaucoup de bien, je trouve. Moi, il m'a fait beaucoup de bien. C'est vraiment une journée qui m'a fait beaucoup de bien. Cette course a été assez exceptionnelle. Faut quand même se rappeler à ce moment-là, on est où dans la saison? Donc déjà, on est en septembre, hein, donc on est un petit peu sur les rotules, et on est en pleine Vuelta. Vuelta qui a été compliquée tous les jours, quasiment à partir de l'arrivée en Espagne. Et notamment cette troisième semaine où on savait très bien les menaces qui pesaient sur la course, et on se disait à chaque fois, on a dû raccourcir le contre-la-montre, les étapes sont raccourcies tous les jours, on enlève des difficultés. Alors, on se disait, on ne sait pas ce que ça va donner, et en plus, ce vendredi-là, on est la veille de la grosse étape de montagne, l'écart entre Almeida et Vingegaard est encore très serré, mais on se dit, est-ce que le public va permettre de faire cette explication finale lors de cette dernière journée? Et très clairement, on commençait à en avoir ras les couettes de ce tour de ce Tour d'Espagne, parce que tous les jours, en plus en troisième semaine, vous avez les propos du président espagnol qui dit oui, c'est super le bordel que vous faites. Enfin voilà, c'est un cauchemar. Donc, quand arrive ce Grand Prix de Québec, moi à ce moment-là, je suis sur les rotules, hein. Et je commence à regarder la course. Alors je mange entre-temps, et je vois l'attaque d'Alaphilippe, avec un groupe d'une dizaine de coureurs, notamment avec Sivakov, Bettiol. Et là tu te dis, waouh, c'est quand même osé de partir à 73 bornes de l'arrivée. Et je me dis surtout, Alaphilippe, il a fait la même sur l'Amstel, en partant de loin, et bon, ça s'est quand même pas bien fini sur la fin. Je me dis, culotté, et je sais pas si ça va aller au bout. Malgré tout, je me dis quand même, ils ont embarqué un UAE dans l'affaire. Pour Pogačar, c'est vraiment l'idéal, mais ça veut dire aussi que tu sais pas si les autres équipes vont avoir la capacité de rouler. On est quand même à Québec, c'est pas forcément là où on emmène les plus gros effectifs dans certaines formations. Et là, tu te dis, surtout, il y a certaines formations, va falloir rouler, parce qu'elles sont pas représentées à l'avant, sauf que tout le monde a peur de Pogačar. Tout le monde a peur de Pogačar, mais en même temps, Pogačar fait son grand retour à la compétition après le Tour de France. Et en 2024, ça n'avait pas été si facile que ça pour Pogačar, ce retour à la compétition après cette période de pause. Voilà, il n'avait pas réussi à s'en sortir sur Québec. Donc on se dit, allez, pourquoi pas? Ils vont jamais avoir plus de 30 secondes d'avance.
73 km de l'arrivée, ils n'ont jamais plus de 30 secondes d'avance. Mais ils continuent à passer les relais. Tu te dis, ça collabore plutôt bien. Même si Vakov, au final, passe quand même des relais. Parce que plus l'échappée va loin, moins Pogačar est obligé de travailler derrière, et UAE obligé de travailler. Et puis, Pogačar fait une première accélération. Je crois qu'on est à 2 tours de l'arrivée. Tout le monde Enfin, il y a des coureurs qui le suivent, et personne ne le relaie. Il refait une deuxième attaque. Personne ne le relaie encore. Et là, il en a marre. Il en a marre. Donc il se dit, bon ok, je vais les laisser refaire leur petit tempo derrière l'échappée. Et en gros, il a retenté une dernière attaque dans le dernier tour. À ce moment-là, Alaphilippe décide de partir. Sivakov réagit trop tard et va échouer sur la ligne. Et Pogačar, il attaque une dernière fois. Tout le monde le suit, personne ne le relaie. Ça y est, il leur dit, démerdez-vous. Démerdez-vous pour aller chercher la gagne, c'est pas moi qui va faire le boulot à votre place. Et tout le monde se regarde, et pendant ces 15-20 secondes, où Pogačar très clairement a boudé ce coup-là, mais il commençait à en avoir marre, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il s'était tapé 1 semaine et demie de Tour de France avec un Vingegaard qui voulait pas relayer non plus, qui commençait à en avoir ras le cul aussi. Pogačar, il a dit, démerdez-vous. Voilà. Et comme il voulait forcément gagner en solitaire, Pogačar, parce qu'il sait qu'à Québec, en étant avec quelqu'un, ça allait être compliqué, vu le parcours. Et Alaphilippe, qui a fait la course que tout le monde rêve de faire, je pense, mais qui marche dans une chance sur 40. Voilà, la probabilité qu'Alaphilippe gagne, et de cette manière-là, c'était une chance sur 40, plutôt une chance sur 1 million. C'est de réussir à mettre les deux en même temps. Et puis avec l'ambiance du public canadien, c'est toujours une ambiance particulière au Canada, mais il y a toujours beaucoup de public, et je trouve que c'est une ambiance plus détente, et on sent que le public canadien, il est content de voir du cyclisme, et le public québécois, et qu'il est content de voir un événement, et puis il applaudit tout le monde. Il n'y a pas vraiment de polémique de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on applaudit autant Julien Alaphilippe qu'un Pogačar, qu'un Madouas, qu'un Narvaez, qu'un coureur même d'Israël Premier Tech. Et pourtant, on avait des doutes aussi sur cette course-là. Et tout le monde est applaudi. Et c'est une grande fête populaire, vraiment, ce Grand Prix de Québec. Et puis, on s'aperçoit aussi que le changement de parcours, le fait de mettre la ligne d'arrivée plus loin, ça a failli permettre à Sivakov de revenir. Donc ça, c'est une bonne idée pour les organisateurs. Hein. Je pense que ça sera encore le cas l'an prochain. Et oui, ça a été une très très belle fête. Et puis, les championnats du monde l'an prochain, en 2026 à Montréal, je pense, seront une très belle fête. Avec des parcours qui seront moins durs qu'au Rwanda, mais où le rythme risque d'être très très élevé. Et ça rappelle aussi qu'il ne faudra pas laisser un mec 40 mètres d'avance, parce qu'à Montréal aussi, c'est pas si facile que ça de rattraper des coureurs qui ont été à l'avant, même si Montréal est plus dur que Québec. Mais c'est quand même pas si évident que ça de rattraper du monde. Alors après, Pogačar va se rattraper le dimanche, où là, il va exploser tout le monde assez loin de l'arrivée, en rattrapant notamment McNulty. Mais ce jour-là, Alaphilippe a quand même réussi une perf. Tu te dis, ça vient un peu de nulle part. Et puis c'est un peu la course des anciens quand même. Parce que tu as Alaphilippe, Sivakov, Bettiol, Mohoric, Hermans dans le top 10, dans les coureurs qui étaient dans ce petit groupe échappé. Il y avait quand même quelques anciens avec des très très beaux palmarès. Mais c'est vrai que ce coup-là, je remercie aussi Julien Alaphilippe, mais je remercie tous les coureurs qui étaient dans cette échappée, parce que cette course a fait beaucoup de bien. Cette course a fait beaucoup de bien et m'a permis notamment de repartir plus facilement sur cette dernière partie de saison, sur les championnats du monde, sur ces courses-là. Alors que l'envie, à ce moment-là, avait un petit peu disparu avec la Vuelta, pour tout vous dire. Numéro 7, on retourne du côté de la France, mais au mois d'août, cette fois-ci.
Alors c'est mi-juillet, mi-août au niveau de la performance. On parle de cyclisme féminin. Certains diront que je l'ai peut-être mis un peu bas, mais devant il y avait aussi des belles courses, donc j'ai beaucoup hésité sur la position de cette performance. Maëva Skiba, le doublé. C'est vrai qu'en fin de saison, on retient les victoires de Pauline Ferrand-Prévot, mais n'oublions pas ce qu'a réalisé quand même Maëva Skiban, et notamment l'étape de Chambéry. Notamment l'étape de Chambéry, parce que il faut rappeler que la veille, elle se tape quand même 25 bornes en solitaire, 25 ou 30 bornes en solitaire, sur une étape qui est exigeante physiquement, la veille. On est sur une étape qui va entre Clermont-Ferrand et Ambert. Il y a 3000 mètres de dénivelé positif, c'est vraiment une étape difficile. Et Maëva Skiban qui va faire vraiment la différence ce coup-là, et qui s'impose magistralement. Et le lendemain, c'est un coup de folie également. On a l'impression que Maëva Skiban, elle pose le cerveau. Alors déjà la veille, elle avait profité aussi de l'abandon d'Elisa Longo-Borghini, ce qui fait que ça donnait beaucoup plus de liberté aux autres filles de la UAE, et notamment Wlodarczyk et pour le général et Skiban pour jouer sa carte. Mais le lendemain, c'est la première attaquante de la journée. C'est la première attaquante de la journée. C'est-à-dire que le lendemain, à l'attaque, je sais plus, on est à 140 bornes de l'arrivée. Alors que la veille, elle a déjà fait 20 ou 30 km en échappée seule. Sur du vallonné, hein. Puis du vallonné dans le Massif central, hein. Donc du vallonné avec des routes avec un rendement qui est pas exceptionnel. En sachant qu'en plus, il y a eu quand même un gros transfert. La veille, on arrive à Ambert, le lendemain, on repart de Bourg-en-Bresse. C'est pas totalement à côté quand même. Donc tu le dis que malgré ça, le lendemain, elle repart. 13h, enfin voilà, quasiment à 14h, première attaque. Et puis elle va enchaîner les attaques parce que ça part pas tout de suite en plus du côté de l'échappée. Ça met un petit peu de temps avant de se déclencher. Puis on arrive à former un groupe, mais pas avec une si grande avance que ça. On a un peu d'avance, un peu de marche, mais il va pas falloir quand même que ça se regarde trop entre les leaders. Surtout qu'on a quand même une très grande côte à l'arrivée parce qu'on doit prendre le col du Granier. Et le col du Granier, c'est une montée qui est compliquée. Et puis, il faudra faire attention à la descente. Et elle part, elle accélère dans le Granier. Et en gros, elle décide d'accélérer. Et là, derrière, tout le monde souffre. Et pourtant, on a une échappée. Quand même, dans l'échappée, il y a Kopecky, qui est certes pas dans la forme de sa vie. Mais on a quand même Brandon Roy, très bonne grimpeuse également, du côté de ce groupe. On a Meijering, également, la grimpeuse néerlandaise. On a le Mouel aussi, qui est dans ce groupe-là. Megan Jastrab aussi. On a quand même des filles qui ont un petit peu d'expérience. Il y a même Chloé Dygert pour les sprinteuses. Et puis là, elle décide de partir, skiban. Et puis, inarrêtable. Inarrêtable. Derrière, on a quand même une première bagarre entre les leaders qui est assez intéressante. Et surtout, on a un peu de tension quand même entre les leaders en se disant est-ce que Pauline Ferrand-Prévot arrivera à tenir dans la descente? Parce que ça reste un petit peu l'interrogation. Et pareil avec Sarah Giganti. Est-ce que Sarah Giganti va perdre du temps ou pas dans la descente? Et notamment avec Guéquière, parce que c'était Guéquière qui a engueulé ce jour-là Sarah Giganti pendant toute la fin d'étape. Et Maëva Skiban qui fait une descente excellente, alors que pourtant derrière, Carbaol est parti dans la descente. Je peux vous dire que quand vous avez une Cédrine Carbaol qui part derrière vous dans la descente, vous commencez à avoir un petit peu peur parce que Carbaol sur un vélo, en descente, c'est très très costaud. Il y a beaucoup de garçons qui devraient prendre exemple sur les trajectoires de Carbaol parce que par rapport à un Mohoric, on se dit toujours à chaque virage est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer. Carbaol, elle a une maîtrise dans ses trajectoires. Tu sens qu'elle va vite, mais qu'elle ne force pas.
Et ça, il y a peu de concurrents qui sont capables de le faire, à part Pidcock, hein. Et Carbaol, elle a un niveau en descente qui est assez formidable. Et donc vous avez Carbaol à votre poursuite et vous dites, ouh, va quand même pas falloir trop ralentir hein, dans l'affaire. Et puis bon, à 2 bornes de l'arrivée, au pied de la descente, je pense qu'elle le sait même un petit peu avant, elle sait qu'elle a un petit peu de marge. Et alors, la descente se termine et d'un coup, une marée humaine, vraiment du côté de Chambéry, ça a été l'arrivée pour moi la plus spectaculaire de ce Tour de France avec des spectateurs de partout. Je me souviens à un moment, on passe à côté d'un parc, mais tu vois quasiment plus le parc, tellement il y a des spectateurs de partout. Enfin, il y a un public immense ce jour-là, c'est une grande, grande fête populaire. Et puis avec ce doublé de Maïva Skiban, je crois qu'il fallait remonter dans les années 80 pour qu'un Français ait réussi à faire ça à l'époque sur le Tour de France, de réussir à remporter 2 étapes coup sur coup d'un jour à l'autre, mais en plus en échappé. Là, c'est vraiment très fort ce qu'elle a réalisé, ce coup-là Skiban. C'est un des grands moments du Tour de France, hommes-femmes confondus, parce que de ces 25 dernières années, parce que réussir à faire ça, c'est extrêmement solide, extrêmement costaud de la part de Maïva Skiban, et puis avec cette ambiance sur le bord de la route qui donnait un petit peu des frissons, voilà, du côté de Chambéry. Donc ça reste une belle journée de cyclisme, une belle performance du côté de Maëva Skiban. On passe au numéro 6 de ce classement des moments marquants de la saison. On va aller du côté de l'Italie cette fois-ci. L'Italie, le mois de mai, le mois du Tour d'Italie, de Giro, sur une étape qui pourtant sur le papier m'intéressait pas énormément, c'était l'étape de Sienne, l'étape des Strade Bianche. Pourtant, l'étape des Strade Bianche, je me souviens, quand je fais la présentation de l'étape, et je crois même la présentation du Giro, je dis, c'est quand même dommage d'avoir mis aussi peu de chemin blanc sur une étape comme celle-là. Et je me dis, je pense pas que les chemins blancs vont être suffisamment sélectifs. Parce que voilà, je me dis, c'est quand même dommage de pas avoir mis les difficultés mythiques de cette épreuve sur la fin. Parce que sur le parcours, on avait... alors, je vais retrouver ça. Hop là, voilà, j'ai retrouvé. On avait le Colle Pinzuto, mais il y avait des difficultés qui manquaient sur cette étape du côté de Sienne. Et puis surtout, je crois qu'il y avait une quinzaine de kilomètres, je crois même pas de chemin blanc, c'était pas énorme en termes de difficulté. Et c'est vrai que moi, je trouvais pas cette étape incroyable. Et j'avais dit, je crois, je pense qu'il y aura pas de grande différence. Quoi, ce jour-là, je m'étais quand même bien planté. À ce moment-là, il faut se rappeler qu'on est en début de Giro, on n'est que le 9e jour de course. On n'a pas encore vraiment une hiérarchie qui s'est dessinée. Le chat a décidé d'aller dans la litière. Plus longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Mais on n'a pas encore de hiérarchie à ce moment-là du côté du classement entre les différents leaders. On ne sait pas trop où on en est. Mais je me dis, il n'y a quand même pas 50 000 km de chemin blanc. Il y a quand même 2 chemins blancs qui sont plats ou en descente. On a peu de chemins blancs en montée. Je me dis pas, tiens, on est sur quelque chose de spectaculaire. Je me dis juste, il faudra faire attention et puis rester dans le premier groupe. Je pense pas qu'on fasse des grands écarts ce jour-là. Et puis, ça va être une grosse étape. Ça va être une grosse étape parce qu'en fait, il va y avoir la chute de Primoz Roglic qui va changer énormément de paramètres à tout ça. Roglic, il va tomber très vite. Et il va perdre beaucoup de temps, ce jour-là, Roglic, sur le changement de vélo. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut encore se remémorer, on ne connaît pas la hiérarchie. Donc tout le monde se dit, reprendre du temps sur Roglic, c'est quand même pas une mauvaise idée, quand on connaît un petit peu le profil du garçon qui, à ce moment-là, avait remporté le Tour de Catalogne face à Ayuso. On se dit, vu comment il a remporté le Tour de Catalogne face à Ayuso, encore une fois, ça fait partie des top leaders. Ce qui fait que la course va énormément accélérer à partir de ce moment-là. Et puis,
on va avoir Van Aert qui va partir avec Del Toro. Et c'est la surprise du jour, c'est Del Toro. Alors on savait que c'était un coureur qui avait énormément de qualité, mais ce jour-là, on se dit, c'est pour Ayuso normalement. Déjà, et deuxièmement, on se dit, Del Toro, dans un premier temps, il suit Van Aert. On se dit, bon, Van Aert, ok, on sait que c'est un coureur qui a déjà été performant sur l'Estradé. Del Toro n'a pas trop de références à ce moment-là, même si on sait que c'est un bon coureur, mais on s'attend pas quand même à le voir aussi bien à ce moment-là, Isaac Del Toro. Et puis on commence déjà à avoir des coureurs lâchés, des coureurs qui perdent du temps. Roglic n'arrive pas à revenir, mais Pidcock par exemple, là c'est une grosse surprise Pidcock à ce moment-là. Dereggi également, Caruso perdent du temps sur cette étape. Et là on se dit, bon, Adam Yates également semble pas le plus à l'aise sur cette étape. Et là, il y a un moment, je me souviens, Del Toro prend un énorme relais. Et là, on se dit, ouh là là, Van Aert, il va falloir qu'il s'accroche. Je me souviens, c'est avant le sprint modification. Et ouh, le relais de Del Toro. Et là, je me dis, ouh, lui, il est dans une grande forme aujourd'hui. Van Aert va falloir qu'il s'accroche terriblement, en sachant qu'en plus, à ce moment-là, on se disait, est-ce que Van Aert arrivera à s'en sortir au sommet de la Plaza del Campo? Je rappelle que quelques semaines auparavant, il s'était planté complètement face à Nelson Poles. C'était il y a un mois, je crois, en gros, un mois auparavant, il se plante face à Nelson Poles. Donc on n'est absolument pas rassuré par les capacités de puissance de Van Aert à ce moment-là. On se dit, est-ce que ça va tenir pour le coureur belge? Parce que Del Toro, il prend des relais impressionnants sur son vélo. Et puis on arrive à Sienne, Plaza del Campo, arrivée toujours mythique d'Estrade Bianche, cette fois-ci utilisée sur le Tour d'Italie. Et puis les deux vont se faire une grosse bataille. C'est Del Toro qui va craquer, mais je pense pour pas grand-chose, parce que vraiment Van Aert gagne pas avec énormément d'avance. Et ce jour-là, pour moi, c'est presque la renaissance de Van Aert. Pour moi, c'est après ces périodes de doute, de chute, de difficulté pendant les classiques flandriennes. Et c'est la naissance vraiment de Del Toro qui, ce jour-là, prend le maillot rose et qui va le garder jusqu'à la veille de l'arrivée. Alors à ce moment-là, on ne pense pas qu'il va le tenir aussi longtemps aussi, le maillot rose. Ça va être la surprise avec Del Toro, mais c'est ce jour-là où moi j'ai vraiment été impressionné par le Mexicain. Je me rappelle à un moment, le relais qui passe, je dis, oh là là, mais mettre en difficulté Van Aert, surtout sur des secteurs techniques comme ça, c'est quand même pas évident. Et puis ce jour-là, je me rappelle avoir fait la vidéo de débrief. J'en ai fait quelques-unes sur le Giro. Il y en a quelques-unes qu'on sautait parce que j'étais malade, mais celle-là je l'ai faite. Et je me rappelle avoir dit ce jour-là, tiens, Simon Yates qui perd qu'une minute et qui gagne même du temps sur Ayuso, sur Roglic, je dis, c'est la bonne opération du jour. Et quand tu te remémores quand même, pas loin de 15 jours après, ce qui s'est passé, tu te dis que la petite minute seulement qu'il a perdue ce jour-là, oui, ça a été une très très bonne opération parce que il n'aurait pas fallu qu'il se retrouve à 2 minutes 30 comme Dereggi, sinon le maillot rose, ça aurait été quand même beaucoup plus compliqué à aller chercher. Donc c'est pour ça que je voulais retenir cette étape-là du Tour d'Italie qui, pour moi, a été marquante dans cette édition 2025 de la course. On poursuit avec le déroulé de ce classement et on attaque désormais avec une épreuve française du mois d'avril. Et c'est pas la région Pays de la Loire Tour, c'est Paris-Roubaix. Comme souvent, après avec Paris-Roubaix chez les garçons, chez les filles, c'est toujours une course intéressante. Et puis c'est vrai que les deux dernières éditions quand même chez les garçons nous ont donné des courses avec un tempo assez exceptionnel et une course qui se décante extrêmement tôt désormais Paris-Roubaix, parce que avant Paris-Roubaix,
on pouvait encore se refaire la cerise avant la trouée d'Arenberg. C'est-à-dire que si on avait, même sur la trouée d'Arenberg, si on avait un problème technique sur son vélo, une crevaison, un problème, mais qu'on était dans une bonne journée, on pouvait se refaire la cerise, malgré un problème technique. Je rappelle toujours que l'année où Greg Van Avermaet s'est imposé, Greg Van Avermaet a une crevaison, a des problèmes techniques sur la première partie de parcours, il a une crevaison, il se retrouve à 50 mètres du peloton à l'entrée de la trouée d'Arenberg. Il rentre dans la trouée d'Arenberg, il n'est même pas dans le peloton. Voilà. Et il arrive quand même à s'imposer. Alors c'est une édition où ça revient un petit peu de l'arrière, il se passe beaucoup de choses. Mais ça fait quand même depuis... je regardais depuis 2022, la première véritablement édition où ça se décante assez loin de l'arrivée, au final c'est 2022. L'édition remportée par Van Baarle. Van Baarle, déjà à l'époque, faut se rappeler, il y a le fameux coup de bordure avec les Ineos qui sont ensuite rattrapés parce qu'il y a une chute à l'entrée de je ne sais plus quel secteur qui était humide, où il y avait les Ineos, et puis Van Baarle repart dans un deuxième temps, et en gros, Van Der Poel se fait avoir parce qu'il n'a pas le bon timing cette année-là. Et depuis, on a eu quand même 2024 où ça part extrêmement loin, parce que je rappelle qu'à la trouée d'Arenberg, ils sont déjà plus que 14 ou 15, et pareil encore cette année. C'est-à-dire qu'à la trouée d'Arenberg, tu peux déjà être complètement hors course pour la victoire. C'est-à-dire que tu peux déjà être complètement à côté. Et c'est pour ça que désormais, partir en échappée, si tu arrives à tenir longtemps, ça marche. Parce que tu as ce coup d'avance. Et aujourd'hui, on le voit, hein, même sur l'édition 2025, Jonas Ruch et Olgard, le fait d'être parti avec un temps d'avance, ça les a énormément aidés. Mais ce qui a été intéressant dans cette édition, c'est qu'au sommet de la trouée d'Arenberg, on s'est retrouvé quand même avec un groupe royal, quoi. Et surtout ce duel Van Der Poel-Pogačar qui a duré pendant extrêmement longtemps, mais c'est vrai que très vite dans cette course, on s'est retrouvé à avoir un groupe royal, quoi. Et quand tu regardes le top 5 de toute manière, tu as Van Der Poel, Pogačar, Pedersen, Van Aert, Vermeersch. Voilà, que des mecs qui ont déjà fait podium, hein. Au final, à part Pogačar qui l'a fait cette année, mais le top 5 était assez exceptionnel en termes de densité, de talent. Et puis ce duel, oui, Van Der Poel-Pogačar, alors qu'on aurait voulu que ce duel dure encore plus longtemps, c'est vrai, parce que sur la fin, il y a cette chute de Pogačar qui frustre, forcément. Mais Van Der Poel était quand même extrêmement fort cette année-là sur Paris-Roubaix. Très très costaud. Par rapport aux années précédentes, je trouve qu'il était vraiment un cap au-dessus. Et puis il faut saluer quand même la maîtrise à la fois d'Alpecin, la maîtrise du AE dans la manière de courir cette course. Ça a été vraiment un rouleau compresseur pendant toute la journée. Et avec un tempo, on finit encore à 46, quasiment 47 de moyenne. Et encore, ça a quand même ralenti sur la fin, parce que sur la première partie, à un moment, on était à plus de 50 km/h. C'était assez exceptionnel. Le rythme, quand même, en début de course, c'était assez dingue. Et puis après, bon, ça s'est un petit peu calmé, mais oui, moi j'ai été impressionné par le rythme, le tempo, encore une fois cette année de Roubaix, par l'intensité de la course. Et ce duel, ouais, Pogačar-Van Der Poel, où tu te dis quand même, dans les années à venir, Pogačar, il va être également sacrément costaud à Roubaix, quoi. Je suis pas sûr qu'au Roubaix, ça lui résiste encore bien longtemps à Pogačar. Et ça va être, je pense, maintenant son objectif, un de ses objectifs majeurs avec Milan-San Remo. Mais aujourd'hui, Roubaix, quand tu vois les qualités qu'il a, Roubaix, je suis pas sûr que ça lui résiste. Je suis pas sûr que ça lui résiste parce que s'il fait un vrai travail, ce qui n'était pas totalement le cas, hein, alors je dirais pas qu'il avait fait Roubaix le coude à la portière et sans forcément s'impliquer, mais il n'avait pas fait beaucoup d'essais sur le matériel. Là, on l'a vu, hein, en décembre, Carrefour de l'Arbre, pardon, pas Trouée d'Arenberg, Carrefour de l'Arbre. Il était en train de tester le matériel. Donc je pense qu'il va repartir avec des ambitions beaucoup plus fortes encore. Et puis il y aura cette envie. Ouais. Mais encore une fois, une édition de Roubaix qui a été grandiose en termes de rythme, en termes d'intensité, et loin de l'arrivée. C'est-à-dire qu'à une époque, tu pouvais dire
je commence à regarder Roubaix, allez, à partir de 13h. 13h20, 13h30, juste avant la trouée d'Arenberg, parce que je sais qu'avant, les premiers secteurs pavés, bon, voilà, je peux passer, parce que des fois c'est au moment de Pâques, je peux passer mon repas du dimanche midi de Pâques avec belle maman. Bon, voilà, je pense que je vais sortir de table vers 13h30, ça va. Si on sort de table pas trop tard, normalement je rate pas la course. Maintenant, si tu fais ça, c'est mort. C'est mort parce que c'est une course qui se déclenche extrêmement tôt. C'est-à-dire que le tempo aujourd'hui à Roubaix, il est assez dingue. Ça ne ralentit jamais, ça ne freine jamais. Enfin, sur toutes les classiques, on a maintenant des courses avec très peu de temps mort. C'est vrai que les classiques, il y a une intensité quand même aujourd'hui qui est assez dingue. Mais ça, c'est aussi avec les ogres qu'on a actuellement. C'est Van Der Poel, Pogacar, c'est le rythme qui est très costaud. Mais c'est vrai qu'à un moment, on a eu cette échappée qui était assez dingue quand même. Le groupe qu'on avait à l'avant était vraiment très très impressionnant. Et puis, on était vraiment sur une course où on sentait que ça pouvait jouer sur pas grand-chose. On sentait que Van Der Poel aurait peut-être pas beaucoup de marge à l'arrivée. Et ça commençait à être inquiétant. Et puis bon, il y a eu la chute de Pogacar avec un peu de fatigue. À ce moment-là, il rate un peu le virage. Et Van Der Poel, lui, arrive avec un peu plus de maîtrise dans le cyclocross, peut-être une chouille plus de lucidité à ce moment-là, à passer les virages, ce qu'on n'arrive pas à faire Pogacar, et puis cette chute qui lui coûte cher. Il a eu quand même de la chance cette année aussi, Pogacar, c'est qu'il a fait 2 chutes importantes, Paris-Roubaix et l'Estrade Bianche. Aucune blessure, ce que ça aurait pu être, c'était l'inquiétude qu'on avait après l'Estrade Bianche. Moi, j'avais même dit, après l'Estrade Bianche, je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais dit, pour moi, je ne le vois pas faire Roubaix. Je pense pas qu'il prendra le risque avec la tôle qui s'était pris, enfin, la tôle, la grosse chute qui s'était pris au Strade Bianche. Je m'étais dit, ça va peut-être énormément le refroidir en se disant, si je vais à Roubaix, mais que ensuite je me fais une clavicule, la distance entre Roubaix et le Tour de France est quand même réduite. Je me disais, bon, tu peux te faire une clavicule, mais tu sais très bien qu'après sur le Tour de France, tu vas manquer un petit peu d'énergie peut-être, ou tu vas te retrouver à court un peu de forme. Je m'étais dit, moi je ne vois pas aller à Roubaix. J'avais trouvé déjà ça extrêmement culotté de sa part d'aller à Roubaix en ayant fait cette chute auparavant, d'aller sur cette course-là, et puis après derrière, ça a été une belle bagarre avec Van Der Poel, et encore une fois une maîtrise impressionnante de Van Der Poel, parce que face à Pogacar perd du temps, mais il s'est absolument pas écroulé sur la fin. Ça a été un mano à mano face à Pogacar, il y a eu 20 km de mano à mano entre les deux, de match à distance, qu'on était vraiment... C'était vraiment très bien. Très très bien. Donc belle course Paris-Roubaix cette année. Si vous ne l'avez pas vu, déjà c'est une grosse erreur. Vous savez que c'est ma course préférée, Paris-Roubaix. Je l'ai dit toujours chaque année, pour moi Paris-Roubaix c'est un immanquable. Mais si vous avez raté Roubaix, je vous invite à revoir la course si vous avez le temps d'ici le départ du Tour de Nander. Ça devrait être vers le 20 janvier. Je sais jamais la date du départ du Tour de Nander. Alors, le 20 janvier, dans ces eaux-là. On poursuit avec désormais la course ou l'événement classé en numéro 4. Certains l'auraient peut-être mis également plus haut. On reste en France, mais au mois de juillet. Au mois de juillet, il y a le Tour de France. Et il y a une étape qui a quand même été marquante sur ce Tour de France. C'est le Mont Ventoux. Eh bien oui, on retourne sur le Tour de France avec cette victoire de Valentin Paris-Peintre du côté du Mont Ventoux. Là encore, pour moi, ça a été marquant cette journée, parce que c'est un peu comme l'étape d'Estrade Bianche sur le Giro. J'en attendais pas grand-chose de cette étape, pour tout vous dire. J'en attendais pas grand-chose parce que je vous avais dit plusieurs fois, je me suis toujours fait chier en fait en regardant le Mont Ventoux. C'est-à-dire, très souvent, je me suis ennuyé avec le Mont Ventoux. C'est pas une montée que je trouve. Alors oui, le cadre est exceptionnel. C'est sûr que voilà, il y a un cadre avec notamment le Mont Chauve et tout ce côté-là, mais en dehors du côté paysage, comme souvent le vent a cadenassé la course, c'est pas forcément la journée que j'ai toujours trouvé spectaculaire sur le Tour de France. Et il y a vraiment des années où je me suis
franchement ennuyé, notamment l'année où il y avait eu les 2 montées du Mont Ventoux, je m'étais franchement ennuyé sur cette étape-là. J'avais pas compris déjà pourquoi on avait fait 2 passages par le Mont Ventoux et encore plus avec la descente. J'avais trouvé ça, complètement, inintéressant et sur les Monts Ventoux dénivelé challenge, je me suis également souvent ennuyé, voilà, sur cette épreuve. Donc quand arrive l'étape du Mont Ventoux, qui je crois en plus arrive, voilà, c'est étape 16, donc lendemain de journée de repos, d'une étape Muret-Carcassonne qui avait été quand même très animée, je me dis, bon, on va avoir une petite échappée qui va se former sur le plat, mais je m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel. Je me dis, bon, en plus, Pogacar ou Vingegaard vont peut-être essayer de la gagner. Je me dis, bon, bah, là, en plus, c'est facile de contrôler une échappée sur le plat, de la laisser à 3-4 minutes. En plus, je me dis, sur le plat, l'échappée va avoir du mal à se former. Donc, pour avoir suffisamment d'avance sur le Mont Ventoux, ça risque d'être compliqué. Et sur une montée sèche, moi, je me dis, ça va être dur d'aller chercher les leaders du classement général, quoi. Et puis, on a quand même une échappée qui arrive à se former. Et on se retrouve à avoir une très très belle échappée. C'est vrai que sur le papier, on se retrouve à avoir quand même des mecs qui savent rouler. Et surtout, on a les équipes de leaders représentées, ce qui change la donne. On a d'un côté Marc Solé, de l'autre côté, on a Campenart notamment, du côté de la Visma. Et on a quand même une belle échappée parce qu'on a du bon monde. Là, je regarde les noms. On a Louis Barret, alors ça, qui était un peu en difficulté sur ce Tour de France-là, mais on a notamment Michael Woods, on a Tige Bennett aussi, on a Andreas Leknesund aussi, du côté de cette échappée. Et puis surtout, on sent que du côté de la Soudal Quick-Step, on a coché cette étape parce qu'on met Van Wilder et Paré-Peintre. On a aussi Benelli, qui est bien placé à ce moment-là au classement général. Et puis on a aussi Buitrago et Enric Mas qui, eux, sont plutôt dans l'objectif avec de sauver leur Tour de France. Et puis n'oublions pas également Arenspan, qui à ce moment-là a déjà gagné une étape. Donc on sent que Arenspan, il est quand même en forme. Donc on se dit, oula, belle échappée, et puis ça prend un petit peu d'avance. Voilà, ça prend un petit peu d'avance, et là on se dit, c'est vrai qu'au pied du Mont Ventoux, bon, il va falloir quand même pas se regarder, il va pas falloir attendre pendant 10 plombes, mais ça peut aller au bout. Ça peut aller au bout parce qu'on a, voilà, on a des coureurs talentueux, très clairement, à l'avant de la course. Bon. On se retrouve dans la montée du Mont Ventoux, très mal filmé, enfin très mal réalisé, mais ce qui va nous donner aussi ce suspense. Et puis on a Buitrago, je crois qu'il part assez vite avec Enric Mas. Et puis Enric Mas qui va s'écrouler un petit peu à 5 bornes de l'arrivée. À ce moment-là, on se dit, oh, Buitrago, il a un peu de marge sur ses adversaires. À ce moment-là, on ne sait pas trop où sont Benelli. On a vu à un moment, à 8-9 bornes de l'arrivée, on était encore dans la portion en forêt. Benelli accéléré. On a vu Paré-Peintre également accélérer à ce moment-là. Mais on se dit, est-ce que ça va réussir à aller au bout cette affaire-là? Pas sûr. Pas sûr parce que il va falloir qu'ils s'entendent. Et puis à ce moment-là, on ne connaît pas les écarts. Donc on se dit, ils sont à plus d'une minute. À ce moment-là, ils sont à plus d'une minute, hein, les hommes de tête. Donc on se dit, ça s'est peut-être trop regardé. Ça va être compliqué de reprendre une minute à un mec comme Buitrago qui certes n'est pas dans une grande forme olympique sur ce tour, mais qui va peut-être être en capacité de revenir. Et puis, on a aussi Julien Lafilippe, hein, en passant dans cette échappée. Et puis, on arrive dans les derniers kilomètres, et puis là, tout le monde va se regrouper. Et on va se retrouver à avoir un groupe de 4 qui va se regrouper un peu à la dernière minute. Là encore, on voit les mecs arriver de manière un peu surprenante. C'est un peu comme l'étape du Puy-de-Dôme. La raison aussi est la même, hein, c'est que c'est mal filmé et qu'on n'a pas les informations, mais ça nous donne ce petit côté suspense, au final. Et puis, Van Wilder, la stratégie de la Soudal Quick-Step qui va complètement marcher, c'est-à-dire que Van Wilder va se sacrifier pour Paré-Peintre, mais là encore, c'est pas complètement fait parce que Benelli est très fort et que Benelli, lui, fait un très grand tour de force. Il décide d'accélérer.
il décide d'accélérer, d'anticiper. Et c'est là où Paré-Pinte il gagne, c'est qu'il arrive à tenir Ben Ali. Et comme il a réussi à tenir Ben Ali, ensuite avec son gabarit, sur les très forts pourcentages après l'épingle, bah, il s'en est mieux sorti que Ben Ali, un peu plus de punch, un peu plus de facilité avec un peu moins de poids à déplacer, et surtout il prend très bien l'épingle. Faut aussi le souligner, il prend très bien l'épingle par épintre, et il va réussir à gagner cette étape et à remporter cette victoire française avec une belle ambiance. Mais surtout la manière dont ça s'est construit a été très agréable à suivre. C'est vraiment du côté de cette étape, c'est moi ce que je retiendrai, c'est la manière dont s'est construit cette dernière montée, où il y a eu vraiment beaucoup de rebondissements. Et enfin de rebondissements parce que en fait on avait, pour tout vous dire, c'est ceux qui étaient peut-être spectateurs sur l'étape avaient presque peut-être plus d'informations que nous derrière l'écran de télé. Enfin voilà, on avait presque le sentiment d'être sur le bord de la route, de pas avoir les écarts, de pas avoir les infos, de regarder la course, mais de pas avoir toutes ces informations-là. Sauf que nous, on était derrière la télé. Et ce qui a peut-être aussi augmenté un petit peu les émotions, parce que bah, quand on a eu le retour de tous ces mecs-là, on s'est dit c'est complètement dingue. Et puis c'est quand même un peu l'étape des coureurs qui avaient une saison pas simple. Alors si t'enlèves Ben Eli à la Philippe qui gagnera ensuite à Québec, t'as quand même une étape où t'as des coureurs qui ont une course qui était pas facile, et Soudal Quick-Step, pareil peintre, année compliquée, normalement il devait faire le Giro avec Landa, sauf qu'il tombe, je crois, sur Tirreno, et il rate une grande partie de la saison. Van Wilder, qui bah, lui devait accompagner Evenepoel, mais Evenepoel a abandonné la course et il faut faire avec un leader qui a complètement disparu, même si du côté de la Soudal Quick-Step, du côté des sprints, on s'en sort extrêmement bien. Buitrago, qui a connu plus de bacs de haut sur cette année 2025, et puis Henrik Mas, qui se retrouve sur un Tour de France très très compliqué, et même Arensman, parce que il devait faire le classement général sur le Giro et qu'il n'a pas réussi à faire le classement général sur le Giro. Donc c'est un peu l'échappée des mecs qui soit essayent de sauver leur peau parce qu'ils sont dans des équipes qui sont en difficulté. Je pense aussi à Ambourou chez Cofidis, à Garcia Pierna chez Arkea. Enfin voilà, c'est un peu la course du j'essaye de sauver ma saison, presque. Et ouais, ça a été une très très belle étape. Et puis, en plus de cette bagarre pour la victoire d'étape, il y a quand même aussi la bagarre entre Vingegaard et Pogačar, et cette bagarre qui, on peut pas dire qu'il y avait un gros suspense pour le classement général, mais qui passe un cap au niveau mental, avec un Pogačar passablement énervé à l'arrivée de cette étape. Je sais pas si vous vous souvenez, assez remonté quand même sur Vingegaard en disant en fait, le mec, il attaque pas du tout, alors que le terrain est très propice. S'il pense qu'il va me lâcher au train, en gros, je comprends pas vraiment son attitude, je comprends pas sa stratégie. À Vingegaard, qui a pourtant été très offensif en première semaine, qui a mis un peu des menaces dans tous les sens, un peu à tort et à travers avec son équipe, et là, qui tente absolument rien sur cette journée, alors qu'on fait le tempo pour lui. Et c'est vrai que je me rappelle d'un Pogačar assez énervé à l'arrivée, et je dirais que cet état d'esprit de Pogačar, il va perdurer pendant quelques semaines, quelques mois, et il y a eu quand même une transformation chez Pogačar, je trouve. Sur ce Tour de France, on est sur un Pogačar qui est plus refermé sur lui-même. On sent de la lassitude en fait chez Pogačar, tout simplement. Il y a une sorte de lassitude chez le coureur slovène, et notamment sur cette fin de Tour de France, où cette lassitude s'est quand même sentie assez nettement, avec un Pogačar qui était un peu triste que Vingegaard tente pas grand-chose. Et en gros, bah, il aurait voulu se battre, quoi. Il aurait voulu se battre face à Vingegaard, que Vingegaard tente des choses, et il était un peu frustré par ça. Donc c'était un peu de la mélancolie, de la tristesse, voilà, pour le Slovène. On poursuit de nouveau en France, on continue avec un autre moment spectaculaire de la saison, c'était au mois de juin. Encore commenté, je crois, à l'époque par Guillaume Di Grazia. La première étape du Dauphiné. Cette première étape du Dauphiné. Je me rappelle, c'est une étape qui tourne autour de Montluçon. Je me souviens. On se demande un peu quel va être le scénario de la course.
Parce que première étape du Dauphiné, ces dernières années, ça fait quand même depuis quelques saisons, depuis que le Dauphiné commence le dimanche même, qu'on a souvent des surprises sur cette étape. Parce que souvent, quand on court sur le Dauphiné, on n'a pas couru depuis Liège-Bastogne-Liège, voire même avant. La coupure, elle est au moins de plus de 6 semaines. Donc c'est comme si tu redémarrais la saison. C'est comme si on revenait après les vacances, quoi, qui sont pas des vacances, qui sont les périodes de stage. Mais il y a un peu ce côté-là, et personne ne sait où il en est. Il y a un peu ce côté où tout le monde regarde un peu à droite à gauche, qui a l'air d'être en forme, qui est... Et souvent, ça nous donne des courses surprenantes parce que on a soit des équipiers ou des baroudeurs qui arrivent à s'imposer parce que tout le monde se regarde, ou on a des leaders qui décident de se tester sur cette étape. Bah là, ça a été le cas. Ça a été le cas, sauf qu'on s'attendait pas à ce que ça soit Vingegaard. On s'attendait pas à ce que ça soit Vingegaard qui fasse sa première banderille. C'est ça qui a été surprenant. On est habitué quand même à avoir un Vingegaard, c'est pas le coureur le plus spectaculaire. C'est pas le cyclisme champagne que nous fait Jonas Vingegaard. C'est pas voilà, c'est pas le mec le plus spectaculaire du cyclisme. Et là, d'un coup, Jonas Vingegaard, on a l'impression qu'il a pris le cerveau, il l'a posé, il l'a mis sur le côté et il s'est dit, bah, je vais me tester, je vais voir ce que ça va donner sur cette étape-là, voir où je vais en être physiquement. Et là, c'est ça qui a été impressionnant sur cette journée, sur cette première étape du Critérium du Dauphiné, c'est cette envie qu'a eu Vingegaard d'être offensif, ce qui arrive jamais. C'est quand même un coureur qui est pas énormément offensif, à part quand il sent qu'il est vraiment au-dessus du lot, où là il décide véritablement parfois de tenter des choses, mais c'est plus pour appuyer là où ça fait mal, plutôt que de faire du cyclisme spectaculaire. Et là, sur un terrain qui n'est pas le sien, parce que c'est un terrain punchy qui n'est pas le terrain de Vingegaard, c'est lui qui décide de lancer la première banderille. Là, à ce moment-là, quand il fait l'attaque, on se regarde tous. Je pense que même Pogačar a été surpris. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Remco Evenepoel revient avec un gros temps de retard. Lui aussi, il fait quand même un effort incroyable à ce moment-là. On se dit, ouf, il est en forme, Remco Evenepoel. Bon, ça sera un peu différent sur la fin de la semaine. Et puis Van Der Poel, qui lui se fait complètement surprendre. Van Der Poel, il est complètement surpris. Il s'attend lui plutôt à ce que ça soit lui qui fasse attaque, l'accélération, et qu'il aille peut-être au bout. Et là, vraiment, ça a été une journée assez folle. Et puis tu te dis, bon, ils sont partis à l'avant, mais derrière, ça va mettre en route. Et puis, vu la nature du parcours, on va être en capacité de revenir. Sauf que, bah, en fait, non. Ça collabore pas forcément de manière exceptionnelle à l'avant, mais avec les qualités intrinsèques de chaque coureur, on arrive à résister au retour du peloton et ça donne cette victoire de Tadej Pogačar, qui ne s'attendait pas, je pense, à prendre le maillot de leader dès la première étape et qui s'attendait pas à ce scénario de course-là. C'est vrai que ça nous a donné un final vraiment dingue, cette étape de Montluçon, alors qu'on aurait pu avoir une étape complètement chiante aussi, qui aurait pu être un calvaire à suivre. Mais grâce à ces coureurs, c'est l'une des rares fois de l'année en plus où on a eu vraiment une opposition, où on a réussi à avoir Pogačar, Vingegaard et Evenepoel sur cette étape-là à des niveaux assez proches, avec en plus Van Der Poel. C'est ça qui est fort, mais à des niveaux assez proches entre tous ces coureurs-là. Ce qui n'a pas forcément été le cas pendant une grande partie de la saison, parce qu'on a eu Pogačar largement au-dessus, Vingegaard un ton derrière, et puis Evenepoel qui a eu un Tour de France un peu compliqué, mais même Evenepoel sur la fin de saison n'a pas été en mesure de se bagarrer avec Pogačar. Et là, c'est l'un des rares moments de l'année où on a vu ce combat-là entre tous ces coureurs. Et c'est vrai que ça a été quand même une étape très spectaculaire sur ce Dauphiné, qui n'est pas toujours une course passionnante, le Dauphiné, mais qui, ce jour-là, a vraiment été très intéressante. On poursuit avec l'Italie,
Un monument en Italie. C'était pas la fin de saison, c'était le premier monument de l'année. Milan-San Remo. Bah oui, quelle course. Quelle course, parce que on se doutait que Pogacar tenterait quelque chose par rapport aux années précédentes. On se doutait que, bon, il tenterait. Mais contrairement à d'autres épreuves, il fallait que l'équipe soit à un très bon niveau, que l'équipe fasse un énorme tempo. C'était une obligation. Seul, il ne pouvait pas gagner. Milan-San Remo. Déjà, cette journée de Milan-San Remo, elle commence par cette échappée qui met beaucoup de temps à sortir pour un Milan-San Remo. C'est-à-dire que cette première échappée, elle s'est fait en 2 temps. Ça met au moins une quarantaine de kilomètres à se former. Échappée, on retrouve quand même Baptiste Vestrofier, qui est le mec en échappée de ce début de saison. On retrouve également Marcelluzzi, Mark Stewart, pardon, qui était dedans. Bon voilà, il y avait quelques coureurs intéressants dans cette échappée-là, mais comme d'habitude, à Milan-San Remo, tu sais très bien que l'échappée a assez peu de chances d'aller au bout, surtout que derrière, Alpecin contrôle. Alpecin contrôle, dans le Passo del Turchino, notamment, c'est Alpecin qui contrôle. Donc là, on se dit, de toute manière, c'est pas là où il faut... Enfin, il y avait quand même un doute pour moi de me dire, est-ce que UAE commencera à rouler très fort dès le Passo del Turchino? On n'est pas encore sur un très gros rythme. Mais après, le tempo, notamment dans la Ciprezza, qu'a fait UAE, ça faisait, je sais pas, 20 ans, 25 ans qu'on n'avait jamais vu ça. Moi, qui regarde quand même Milan-San Remo depuis très longtemps, je n'avais jamais vu ça. C'est-à-dire ce rythme incroyable qu'a fait la UAE dans les 3 capis, mais également dans la Ciprezza. Exceptionnel. Exceptionnel ce qu'a fait la UAE. Et derrière, Van Der Poel, il a quand même dû s'accrocher. Hein. Et Ghana, qui pourtant nous avait fait un super début de saison, c'est le premier moment où on se dit « Ouh, là il est en difficulté Ghana. » Et son gabarit ne va pas l'aider. Dans le Poggio, je dirais que ça a été presque plus calme. Mais ça met encore des menaces en haut du Poggio. Et le problème, c'est que Pogacar n'arrive pas à faire la différence dans le Poggio. Van Der Poel arrive à suivre, et on a même l'impression que Van Der Poel, il est mieux dans le Poggio qu'il n'était dans la Ciprezza. Et là, on commence à se dire, ouh, ça va pas être évident. Sauf qu'on est à Milan-San Remo. Déjà, il faut résister à la descente du Poggio. Ghana, à ce moment-là, est distancé, arrive à revenir avec une descente dans le Poggio. Impressionnant quand même Ghana dans cette descente du Poggio. Mais il faut réussir à résister derrière à 3. Il va pas falloir trop se regarder, même s'ils ont, c'est vrai, un peu plus d'avance que d'habitude sur cette Via Roma. Il va falloir quand même y aller au bout, se bagarrer. Et puis Van Der Poel, on ne sait pas ce que ça va donner son sprint après 290 km. Ça reste une course qui est très longue sur un mot. Les jambes ne répondent pas toujours idéalement. Et Van Der Poel, il lance ce sprint et c'est Pogacar qui craque. C'est Pogacar qui a du mal à faire un bon sprint, battu même par Ghana qui au final, je pense, était quand même content de sa 2e place parce qu'indirectement, il sait qu'il pouvait pas faire beaucoup mieux. Par contre, Pogacar, les jambes le lâchent dans la dernière ligne droite. Et à l'arrivée de la course, je me souviens quand je fais le débrief, je me dis, mais en fait, je vois pas comment il peut aujourd'hui. Je me dis, ce qui est terrible pour Pogacar, c'est qu'il doit se dire, j'ai tout bien fait, je peux difficilement faire mieux, mon équipe peut difficilement faire mieux. C'est-à-dire que là, autant les années précédentes, on pouvait se dire, ah, ce coureur-là n'a pas été parfait. Mais là, c'est difficile de dire ça. Et pourtant, j'ai quand même pas réussi à gagner. En ayant pourtant fait, et quand c'est j'avais regardé le résumé en été,
pour regarder la course et me refaire le résumé. Je m'étais dit, mais oui, encore une fois, je ne vois pas comment il peut faire beaucoup mieux et comment UAE peut faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait sur Milan-San Remo cette année. Et à partir de ce moment-là, tu te dis, bah, dans la tête, ça va commencer à trotter sévère du côté de Pogacar parce que c'est une course qui est compliquée à gagner, Milan-San Remo. C'est très compliqué à gagner parce que c'est très ouvert. C'est très ouvert parce que le Poggio, c'est pas si dur que ça. La Ciprezza, c'est pas si dur que ça. Donc ça donne beaucoup d'opportunités à des coureurs de s'imposer. Et en même temps, il faut quand même avoir cette capacité-là à encaisser les quasiment 300 km de course. Si tu comptes le fictif, ça fait pas loin de 300 km de course. Ce qui est loin d'être évident. Un peu moins cette année, parce qu'on était à qu'à 289, mais 280, enfin les plus de 6 heures d'épreuve. Faut les encaisser. Et tu sais pas comment tes jambes vont réagir après autant de kilomètres. Il y a toujours des surprises. Et je pense que Pogacar, vraiment, il a été surpris de son sprint. Il s'est dit, oh putain, là ça réagit pas du tout, là, au niveau des jambes. Et pourtant, il était pas loin du chaos, je pense, dans la Ciprezza. Mais il a pas réussi à faire le chaos. Et après, ça s'est joué à rien. Enfin, il manque pas grand-chose, quoi, aujourd'hui. Mais tu te dis, est-ce qu'il a la capacité de faire plus que ça? Pas sûr. Moi, je pense qu'il est déjà au 100% de ses capacités. Alors après, sa chance, ça sera peut-être à un jour d'être un peu moins dominateur dans le cyclisme, ce qui lui permet d'être un peu moins observé et de pouvoir partir dans le Poggio sans forcément être suivi. Mais aujourd'hui, avec sa place dans la hiérarchie mondiale, du côté de Pogacar, je vois difficilement comment il peut y arriver, le coureur slovène. Mais oui, ça a été une édition... Enfin, moi, j'ai adoré cette édition de Milan-San Remo. Je pense que c'est l'une des éditions que j'ai préférées, avec celle de Ciolek aussi, parce que celle de Ciolek, la victoire de Ciolek, celle-là, tu t'y attends pas. Hein. Sous la neige, c'est quand même une édition assez extrême. Mais ouais, je pense que c'est l'une de mes éditions préférées, parce que tu te dis, mais, en gros, je vois pas comment il peut faire plus, quoi, Pogacar. Mais tu te dis, Gilbert, il a jamais réussi à la gagner non plus. Et pourtant, c'était pas un manche sur les classiques. Il avait les qualités en plus pour gagner Milan, mais des fois, même en ayant les qualités, c'est une épreuve qui peut t'échapper parce que, encore une fois, c'est très très ouvert entre les différents coureurs pour s'imposer sur cette épreuve. On passe aux mentions honorables de ces moments marquants de la saison. Voilà, des moments qui, pour moi, ont été très sympathiques, mais voilà, qui n'étaient pas suffisants pour entrer dans ce top 10. Les championnats du monde d'âme. Ah oui, c'est une course folle, les championnats du monde d'âme. C'est une course folle parce que, après, j'ai envie de dire, comme un peu toute la saison, les leaders se sont beaucoup regardés. On a ce groupe lancé par Evita Music avec Mavi Garcia, Vallière, Nim Fisher Black, pardon, pas son frère. Mais tu te dis, bon, est-ce que ça va aller au bout? Et en fait, t'attends toujours à ce que ça déclenche, et puis ça déclenche jamais. Tu t'attends à un moment à ce que Marlène Reusser parte, est-ce que Pauline Ferrand-Prévot parte, ou Lisa Longo-Borghini. Mais il n'y a jamais une leader qui arrive véritablement à accélérer, à attaquer, ou même Vollering. Tu t'attends à ce qu'à un moment, il y a une fille qui attaque, qui accélère, qui fasse quelque chose. Sauf que ça ne se produit jamais. Et en fait, c'est les filles de demain qui arrivent à faire la différence. Grâce notamment à Mavi Garcia, qui à un moment relance l'échappée, permet de repartir à 3 ou 4, et de lâcher les Vita Music et autres. Et puis derrière, Vallière, qui sur la fin de saison est vraiment dans une très grande forme, et qui remporte ce titre de championne du monde, un titre pour le Canada, mais avec une course qui vraiment est presque un bon résumé de la saison féminine sur les classiques, où vraiment tout le monde s'est énormément regardé sur cette saison de classiques, ce qui a été assez impressionnant.
J'ai mis également l'atto de Langlirou sur la Vuelta, parce qu'il y a eu vraiment ce duel Almeida-Vingegaard qui a duré très longtemps. Et aussi, je pense que c'est l'étape où Pidcock a été le plus en difficulté. Où à un moment, on se dit, est-ce qu'il va craquer, est-ce qu'il va pas craquer? Et ce jour-là, le fait qu'il ait pas craqué, ça m'a un petit peu dit dans ma tête. Je me suis dit, ah, il peut peut-être aller faire un top 5. Parce que jusqu'à ce moment-là, Pidcock, je me dis, ok, il a fait un bon début de course, mais est-ce que ça va tenir? Pidcock, c'est pas un mec qui était habitué à jouer le classement général des grands droits. Je me dis, est-ce que ça va aller au bout? Est-ce que ça va aller au bout? Et ce jour-là, pourtant, il n'est pas dans un grand jour, mais il arrive à rester, on va dire, dans sa course. Il ne s'écroule pas complètement, Pidcock. Et je me dis, il a réussi à gérer Stanfel. Va falloir faire attention à lui quand même. Et puis on a Jane Lay qui finit très fort ce tour d'Espagne. Et puis ce duel Vingegaard-Almeida, on se dit, Almeida il fait quand même beaucoup de travail pendant toute la montée. On se dit à un moment Vingegaard va passer. Bon, il reste 3 km. Allez, Vingegaard il va réussir. En fait, il a jamais réussi à passer Almeida parce qu'il n'avait pas les jambes pour faire plus. Et à ce moment-là, on se dit, mais est-ce que Almeida il va être en capacité de renverser la table? En plus, il y a un contre-la-montre qui, à ce moment-là, doit faire encore 30 km, qui sera énormément raccourci. Et on se dit, bon, Almeida, sur le contre-la-montre, il va reprendre du temps à Vingegaard. Et puis, bon, à la suite de la course, a été fracassé ensuite et bien raccourci, ce qui nous a peut-être enlevé une partie de ce duel entre les deux, mais on s'est dit à ce moment-là, Almeida, très 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 costaud. Et je trouve que vraiment en 2025, Almeida, il a fait une très belle saison. Alors certes, il n'est pas dans le top 3 des meilleurs grimpeurs, certains me l'ont reproché, mais pour moi, Almeida, il a fait une belle saison. Del Toro a été impressionnant aussi, hein, il faut quand même le souligner aussi. Mais Almeida a quand même fait une belle saison et surtout, je trouve qu'il a été beaucoup plus conquérant que les années précédentes. Beaucoup plus conquérant et surtout, il a réglé enfin ce problème sur les débuts de montée où il avait du mal vraiment sur les gros changements de rythme. Je trouve que là, il a vraiment progressé. Et puis après, derrière, oui, beaucoup plus conquérant parce que je pense notamment au Tour de Suisse, quand il fait 50 km en solitaire pour faire la différence par rapport à Vauquelin et par rapport à Romain Grégoire, je ne sais plus si c'était le mercredi ou le jeudi sur le Tour de Suisse, où là aussi il a été très costaud. La Classique Araen, oui, parce que cette année ça a été assez spectaculaire, la Classique Raen, avec notamment cette victoire de Katowski qui est toujours capable en fait de faire des coups d'éclat, ce qui reste assez exceptionnel. Et une course qui, oui, était spectaculaire. Il y a aussi la chute de Bernal, qui est impressionnante. Où on se dit, pourtant, ce coup-là, Bernal est très fort et il va peut-être réussir à aller au bout. Il y a Kwiatkowski part super loin de l'arrivée. Je sais plus, il part à 60 ou 70 bornes de l'arrivée. On se dit que c'est quand même un mouvement un peu fou, mais on se dit c'est un mouvement d'anticipation pour aider peut-être Bernal qui semblait très bien sur cette étape, sur les chemins de terre. Puis au final, il va réussir à aller jusqu'au bout. Alors tu sens que dans les 20 derniers kilomètres, ça commence à être très très long pour Kwiatkowski, mais il arrive à résister et ça reste la force de ce coureur polonais depuis maintenant presque 15 ans, hein, qu'il est dans le milieu du cyclisme professionnel. Il arrive toujours à faire des coups d'éclat. Et il arrive toujours à gagner, à remporter des étapes, surtout ces dernières années. Je me souviens notamment le col de la Madeleine. Il est absolument pas favori sur cette journée, mais il part dans l'échappée et puis il arrive à tenir jusqu'au bout. C'est vraiment un coureur qui arrive chaque année à gagner des courses. Quand il a gagné sa dernière Amstel, il n'est pas favori tant que ça non plus, mais avec l'énorme travail d'Ineos ce jour-là qui lui fait pleinement confiance. Et c'est vrai que Kwiatkowski, on se dit, à une époque, je m'aurais dit il y a 5-6 ans, Kwiatkowski, je t'aurais dit, s'il avait pris sa retraite il y a 5-6 ans, je t'aurais dit, à chaque fois, je me serais demandé ce que ça aurait donné dans une autre équipe que chez Ineos. À chaque fois, je me serais demandé ce que ça aurait pu donner s'il était resté chez Quick-Step ou s'il était allé dans des formations peut-être un peu moins prestigieuses, mais avec un peu moins de monde dans les effectifs, et s'il n'avait pas été équipier pendant une grande partie de sa carrière. Puis je me dis qu'aujourd'hui, quand tu vois quand même son palmarès à Kwiatkowski,
il n'y a pas trop de regrets à avoir quand même. Hein. Parce qu'au final, est-ce qu'il aurait fait mieux dans d'autres équipes? Je sais pas. Je sais pas parce que est-ce qu'il aurait mal géré la pression? Ou est-ce qu'il était peut-être pas si bon que ça en montagne non plus, Kwiatkowski? Et je trouve que au final, bah, c'est quand même un mec qui est champion du monde, qui a gagné l'Amstel, qui a gagné sur le Tour de France. Je pense qu'il a pas grand-chose à regretter, qui a accompagné les plus grands leaders pour le classement général dans les années 2000 et 2010 et tout début 2020. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à regretter quand même dans la carrière aujourd'hui de Kwiatkowski. Paris-Nice. Alors j'ai hésité sur Paris-Nice, c'est pour ça aussi que c'est pas dans le top 10, parce que j'ai hésité entre l'étape du vendredi, avec les coups de bordure, qui est quand même sacrément spectaculaire. Je pense que c'est l'étape des bordures de cette année. On n'en a pas eu 150 en plus des bordures cette année, mais vraiment ça a été très spectaculaire, cette étape des bordures-là. Avec le jour où Martinez y perd 5 minutes, mais vous avez également les Ineos. Enfin voilà, il y a une vraie belle bagarre ce jour-là, et avec énormément de vent dans le sud de la France. Ou l'étape du samedi, c'est-à-dire l'étape du lendemain, avec la neige, avec cette arrivée au sommet, et l'énorme travail dans cette étape qui est pourtant raccourcie, mais l'énorme travail que fait Alaphilippe pour Storer, où tu te dis, Storer est quand même en grande forme, il est capable de faire une grande saison à ce moment-là, et avec la chute spectaculaire aussi de Skelmose, pas aidé par son équipier, qui se tape le terre-plein central, parce que l'équipier lui indique un peu tard qu'il y a un terre-plein, qui se mange le terre-plein central, qui est aussi une énorme chute de part de Skelmose, ce qui lui a peut-être coûté un petit peu des résultats sur la saison, en passant du côté du Danois. Donc voilà, j'ai hésité entre ces deux étapes parce que ça a quand même été une belle édition de Paris-Nice. On aurait pu parler également de la victoire de Lenny Martinez aussi, avec, on parlait d'un broglio dans l'étape, dans les étapes de début de saison aussi, et j'avais oublié d'en parler sur les moments énervants, mais cette étape-là où pendant 30 minutes on reste dans le froid et c'est un petit peu un bordel, on ne sait pas si ça va partir ou si ça va pas repartir, où ça a été un petit peu un imbroglio aussi à ce moment-là, mais oui, il y a la victoire. Enfin, il y a cette étape-là, il y a également cette étape du vendredi, l'étape du samedi, enfin comme souvent, hein, Paris-Nice nous a donné encore des belles étapes, et puis on espère qu'en 2026, ça sera le cas, parce qu'en plus, il y a pas mal d'étapes qui passent à côté de chez moi là, cette année, notamment le chrono par équipe. Je pense que là, je vais vraiment y être sur le chrono par équipe. Je pense que je serai dans le... Enfin, voilà, je vais essayer de me débrouiller pour être présent sur cette étape-là sur le bord de la route. Puis le lendemain, ça part de Bourges, capitale européenne de la culture, part du Cher le lendemain. Et c'est encore plus proche l'étape de Pouilly-sur-Loire, l'étape Caunecourt-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, c'est encore plus proche. Donc là, ça va être intéressant à suivre. Et puis la côte de Saint-Andelin, elle n'est pas si facile que ça. Et en plus, de ce que j'ai compris, on n'arrive pas au sommet de la côte. Par rapport à d'habitude sur les chronos par équipe, type où on supprime le dernier coureur, enfin on catapulte le leader, normalement on arrivait toujours en bosse. Ou complètement sur du plat. Là, il y a la bosse, mais il y a encore 2-3 bornes après, où vous avez la descente pour arriver sur Pouilly. Et il faudra vraiment voir comment il va falloir gérer en termes de stratégie. Donc je pense que ça sera une étape où la présentation sera intéressante, parce qu'il faudra vraiment se creuser la tête. Et puis je termine avec une dernière mention honorable, je vais y arriver. L'Amstel Gold Race chez les garçons, avec cette victoire de Skelmose, ce trio, avec cette truelle, comme on pourrait dire, entre d'un côté Evenepoel, de l'autre Skelmose, qui est un peu moins surveillé, et puis Pogacar, et ce jour où Pogacar s'est raté. C'est l'un des rares raids en solitaire de Pogacar qui n'a pas été au bout dans sa carrière jusqu'à maintenant. Et oui, il a été rattrapé. Il y a l'étape également du Tour de France où il se fait rattraper par Vingegaard, mais il y a cette étape-là où il se fait rattraper, et un Skelmose qui est très fort. Moi, je me rappelle aussi l'Amstel, les multiples attaques de Louis Barret, et puis cette accélération assez folle d'Alaphilippe. Alors, ça va pas au bout,
mais c'est aussi ce qui déclenche la course parce que Pogacar il se méfie énormément d'Alaphilippe, il se dit oh il tente une attaque, il va peut-être voilà, faut pas que je le laisse partir. Et derrière, bah, il part beaucoup trop tôt, je pense, par rapport à ce qu'il avait prévu, et ça a complètement changé sa manière de courir. Et ça a été une claquounette ce jour-là du côté de Pogacar, mais un petit raté, voilà, dans sa saison. Et au même moment, on se disait, oh Remco Evenepoel, est-ce qu'il va pas réussir à faire des bonnes Ardennaises alors que c'était quand même mal embarqué au début avec sa pré-saison qui avait été largement handicapée par cette chute et par cette rencontre fortuite avec la dame de la poste belge. Voilà. Et bah, bon, la suite sera un petit peu plus compliquée pour Evenepoel. Mais oui, cette Amstel a été aussi une course très intéressante. Parfois, on s'est fait chier sur l'Amstel hein, aussi. Ça fait partie des courses où parfois on s'est terriblement ennuyé. Et là, bah non, c'était bien plus spectaculaire. Et pourtant, on avait des doutes. Moi, je vous avais dit, le dernier passage, on récupérait de nouveau le Koberg dans le dernier tour. Je m'étais dit, ça, je suis pas fan. Voilà, du Koberg dans le dernier tour. Et pourtant, ça s'est plutôt bien passé. Et ça a été une très très belle bagarre. Et ça n'a pas bloqué la course surtout. Parce que c'est ça qu'on pouvait craindre. En numéro un des moments marquants de la saison. Là aussi, j'ai pas réussi à choisir. Les démonstrations de Pauline, c'est comme ça que j'ai surnommé cette séquence dans mon plan sur LibreOffice. C'est les démonstrations de Pauline, c'est comme ça que c'est nommé. Voilà. Ouais, j'ai pas réussi à choisir entre les deux étapes sur le Tour de France et la victoire sur Roubaix. J'ai pas réussi à choisir parce que dans un cas comme dans l'autre, ça a été une maîtrise. Moi, ce qui m'a impressionné, pourquoi c'est marquant pour moi, c'est la maîtrise qu'elle a eue sur ces différentes victoires, sur ces victoires-là, où tu sens qu'elle est inébranlable, quoi. L'étape de Roubaix, enfin le jour de Paris-Roubaix, je rappelle quand même qu'elle tombe à 45 ou 50 bornes de l'arrivée, qu'elle revient dans le peloton, hyper rapidement, grâce notamment à Marianne Vos, je crois, notamment. 15 bornes après, elle est en tête à l'avant du peloton, elle est en tête de la course, en partant en plus dans une portion asphaltée. C'était ça qui était fort de la part de Pauline Ferrand-Prévot, c'est de partir dans une portion complètement asphaltée. Et puis après, derrière, bon, cette parade sur la fin de course avec ce public. Pourquoi il y avait beaucoup de public? Parce que c'était un samedi et qu'elles avaient beaucoup de visibilité, les filles. Prenez-en de la graine à SO. C'est quand même incroyable de remettre la course, enfin de mettre la course au dimanche, alors que le samedi, on a vu quand même la belle parade et qu'on a un cyclisme féminin qui se porte très bien avec Pauline Ferrand-Prévot et Maëva Skiman. Ouais. Christian Prudhomme avait peut-être envie de refaire sa cave et il avait peut-être réunion avec sa belle famille le samedi, donc il pouvait pas être là. Ou fallait qu'il soit à Compiègne, on ne sait pas. Et puis, bien entendu, sur le Tour de France Femmes, cette démonstration sur ces deux arrivées où bah, elle est intouchable. Elle colle quand même une branlée à tout le monde sur ces 2 jours-là, alors que pourtant, je m'étais dit, j'avais eu un peu peur en fait après cette victoire sur Roubaix et surtout les difficultés qu'elle avait eues sur la Volta. Et je m'étais dit, est-ce qu'elle va réussir à remettre la machine en route après avoir subi quand même un gros choc d'émotion avec cette victoire à Roubaix, qui était aussi parmi ses objectifs, faire le Tour de France, mais aller à Roubaix et faire Paris-Roubaix, c'était aussi un objectif sur ce cycle de 3 ans de contrat de Pauline Ferrand-Prévot sur la route. Et je me suis vraiment posé la question de savoir est-ce qu'elle allait réussir à remettre la machine en route. Puis je me suis posé la question, mais pas longtemps, parce que quand j'avais vu qu'elle avait fait des stages à Tignes, je m'étais dit, ouf, ouais, elle se prépare, et quand elle se prépare, normalement, Pauline Ferrand-Prévot, c'est la force, je dis souvent, des VTTistes, c'est qu'ils savent préparer, et même aussi un peu des cyclo-crossman, c'est qu'ils savent préparer un événement précis. Et là, ça a été complètement le cas du côté de Pauline Ferrand-Prévot, c'est de réussir à préparer parfaitement cet événement qu'était le Tour de France. Mais elle a résisté à la pression. Je me souviens, l'étape d'Ambert n'est pas forcément évidente pour elle. On a des doutes. Mais
Elle, je pense qu'elle avait aucun doute, en fait. Elle était en pleine confiance et pourtant, elle savait pas comment son corps allait complètement réagir et puis tu sens que cette pause, sur la route, bah, en fait, elle a rien perdu. On dit toujours que le vélo, ça se perd pas, bah, avec Pauline Ferrand-Prévot, même s'il y avait eu le VTT, le vélo sur route, ça ne se perd pas complètement. Mais c'est vrai qu'il y avait des doutes, à plusieurs reprises parce qu'on se dit: «Elle va quand même pas y arriver dès sa première participation». Et bah si, dès sa première participation, elle y arrive et puis avec la manière, parce que c'est une démonstration. Elle met quand même une branlée à tout le monde. Pourtant, en ayant quasiment 0 équipière en plus. Parce qu'à part Marion Bunel, les autres équipières étaient pour tourner plutôt autour de Marianne Vos et on n'était pas sur des grimpeuses. Et malgré le fait qu'elle était presque sans équipe, elle fait une démonstration. C'est ça qui est impressionnant. Aussi sur ces 2 étapes sur le Tour de France. Donc j'ai pas réussi à choisir, voilà. Donc pour moi, c'est vraiment les moments marquants, ce sont les démonstrations de Pauline parce que c'est un moment marquant aussi pour l'histoire du cyclisme français, parce que je rappelle qu'on n'a pas gagné de Tour de France depuis Bernard Hinault chez les garçons, et que la disette, était longue également, chez les femmes. Parce que pour moi, ça va effacer quand même un peu des tablettes, Jeannie Longo et vous savez que je n'aime pas Jeannie Longo. C'est pas une nouveauté, hein, voilà, je l'ai dit à plusieurs reprises que je n'aimais pas, absolument pas, Jeannie Longo, et pour, plein de raisons que j'ai déjà données, dans des vidéos précédentes. Et pour moi, cette victoire de Pauline, ça va faire que jusqu'à maintenant, quand on parlait cyclisme féminin, très longtemps, sur route, on disait la référence, c'est Jeannie Longo. C'était ça. Alors, la référence, c'est Jeannie Longo. Bah maintenant, la référence, ça sera Pauline Ferrand-Prévot. Et je préfère que la référence, ça soit Pauline Ferrand-Prévot plutôt que Jeannie Longo. Voilà, pour tout vous dire. Aujourd'hui. Et non, et c'est surtout, moi, du côté de Pauline Ferrand-Prévot, il y a une force de caractère quand même qui est incroyable. Le nombre de fois où elle aurait pu arrêter sa carrière, elle aurait pu arrêter sa carrière plein de fois. Elle a eu des bas très compliqués à gérer quand même. Rio, par exemple, c'est très compliqué, 2016. Et elle s'est tout le temps relevée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça qui est marquant dans la carrière de Pauline Ferrand-Prévot. C'est pas forcément les hauts qui sont les plus marquants. C'est cette capacité à se relever tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, je pense que ça a été la vraie force dans la carrière de Pauline Ferrand-Prévot pendant toutes ces années du côté de la française. Et ben voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis, bah, nous, on se retrouve certainement, je pense, pour la dernière vidéo de la saison, de l'année, donc ce qui en fera la vidéo 500... je sais plus. J'ai noté 525, 526, 527e. Voilà, la 527e vidéo de l'année. Je sais pas si on arrivera à 528. Mais je pense que la prochaine sera la dernière de l'année. Sans compter les shorts, hein, je précise ce chiffre, parce que c'est la première année où je fais un décompte des vidéos. Normalement, je le faisais jamais, mais là, j'ai fait un vrai décompte des vidéos. Voilà. Donc, la 527e vidéo, eh bien, j'espère que vous la regarderez. Alors, en 2025 ou en 2026, ça sera la grande question pour vous. Est-ce que vous aurez le temps avant le jour de l'an? Mais elle sortira avant le jour de l'an, ça c'est sûr, normalement. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis nous on se retrouve donc pour cette 527e de l'année. Allez, ciao ciao!